Terminons cette table ronde avec Antoine Wynkyn, journaliste et réalisateur, auteur notamment des Nouveaux Imposteurs chez La Martinière en 2005, sur les théories du complot post-11 septembre, et Mein Kampf, histoire d'un livre chez Flammarion en 2009, et qui évoque justement la singulière diffusion de l'ouvrage en Turquie, et ce qui, évidemment, va être un écho à ce que disait Raymond Kevorkian. Donc, comment considérer la polymorphie aujourd'hui du négationnisme, notamment par Internet, l'arsenal juridique qui semble parfois dépassé, et les mutations à envisager? Bonjour, merci. Oui, Stéphane, vous l'avez rappelé, je ne suis pas à proprement parler un spécialiste du négationnisme. Mais effectivement, je vais vous parler ce matin de ce sujet par ces deux biais par lesquels finalement je l'aborde à la marge, mais parfois la marge permet d'éclairer le centre, le cœur. Un livre sur l'histoire de Mein Kampf et sa diffusion aujourd'hui, et puis il y a quelques années un ouvrage sur la diffusion de la théorie du complot après le 11 septembre. Et je crois que à ce propos, l'histoire du 11 septembre, ce qui a été décrit comme un négationnisme en temps réel, je ne sais plus qui a forgé l'expression. L'expression est intervenue assez rapidement après le 11 septembre, mais elle est très exacte. Je crois que ça éclaire assez bien, que ça offre un cadre de compréhension du négationnisme, peut-être moins du négationnisme à propos du génocide arménien, qui lui pâtit de sa sous-exposition, pâtit d'un négationnisme d'État et pâtit donc d'une méconnaissance et d'une indifférence, alors que le négationnisme de la Shoah, lui, est en situation, se trouve face à un génocide juif qui, lui, est à la lumière, en pleine lumière, très exposé. Et dans le cas du 11 septembre, c'est exactement la même chose. On a un événement, le 11 septembre, qui est extrêmement exposé. Tout le monde a pu voir les images, ça date d'il y a à peine 10 ans. Et donc, je crois qu'il y a des points communs qui sont de plusieurs ordres. Le négationnisme à propos du 11 septembre, donc la théorie du complot, naît de l'effet de sidération face à l'événement. L'événement est considérable, il est choquant, il a des conséquences importantes, y compris sur les vies quotidiennes, en tout cas sur l'ordre du monde, ce qui est le cas aussi évidemment pour la Shoah. Et donc ça favorise l'hypercriticisme, le doute, et parfois le négationnisme purement. La théorie du complot sur le 11 septembre est également très idéologique. C'est pas anodin de contester le 11 septembre, c'est pas un sport pour passer les dimanches pluvieux, c'est aussi de l'idéologie, c'est un rapport à l'Amérique, à la politique américaine, et puis c'est une vision du monde, et dans le cas évidemment du négationnisme sur la Shoah, c'est le cas. Et puis ces théories du complot en septembre, c'est aussi la fusion entre des extrêmes contradictoires, entre notamment l'extrême droite et l'extrême gauche. J'utiliserai le terme avec précaution puisque je veux pas impliquer l'ensemble de l'extrême gauche dans ces dérives, d'ailleurs ni de l'extrême droite. Mais voilà, donc il y a cette espèce de fusion idéologique a priori contradictoire, et Valérie Gounet l'a rappelé, le négationnisme tel qu'il se développe en France après la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi ça, une espèce de chaudron idéologique qui favorise cela. Et puis, le cadre du 11 septembre est également intéressant pour comprendre ce qui se joue avec le négationnisme dont on parle là. Le 11 septembre, événement surexposé, il est là, face à nous, etc., produit autant de signes avérés que, évidemment, de possibilités de douter. Un événement comme le 11 septembre, ce sont des centaines et des centaines d'informations, de data, comme diraient les informaticiens, en permanence et en temps réel au moment où ça se produit. Juste vous en donner un exemple comme ça très rapide, mais là aussi on comprend bien ce qui se joue et pourquoi est-ce que des événements comme ceci donnent prise au négationnisme en temps réel. Les théoriciens du complot sur le 11 septembre, comme Thierry Messant, s'appuient sur un certain nombre d'arguments, et notamment sur l'un d'entre eux, qui est que la Maison-Blanche aurait reçu un appel de la part de conspirateurs, donc de ceux qui auraient été à la base des attentats du 11 septembre, donc
un groupe fascisant au sein de l'État américain qui voulait pousser l'Amérique et Bush à partir en guerre en Irak, etc., etc. Que donc ce groupe aurait appelé la Maison-Blanche en donnant des codes d'identification top secret pour menacer le président des États-Unis. Et cet exemple est intéressant puisque Messant et les autres s'appuient sur un argument a priori imparable en disant le porte-parole de la Maison-Blanche a lui-même expliqué que la Maison-Blanche, le Standard, avait reçu cet appel-là avec un code d'identification top secret que peu de citoyens américains possèdent. Et en l'occurrence, selon les conspirationnistes, a validé l'idée du complot. Et lorsque l'on vérifie, effectivement, c'est tout à fait exact, la Maison-Blanche a bien reçu ces appels. Dixit, le porte-parole de Bush, quelques jours après le 11 septembre. Voilà. Donc, qu'en conclure? Eh bien, ce qu'il faut en conclure, c'est le fin mot de l'histoire est apparu par déduction un peu plus tard. C'est qu'en fait, des journalistes ont posé la question à ce porte-parole quelques semaines après le 11 septembre, quelques semaines après sa déclaration. Et à ce moment-là, il a nié. Il a dit « Je n'ai jamais dit ça. La Maison-Blanche n'a jamais reçu ces appels de menaces très particuliers. » Et là aussi, évidemment, à ce moment-là, dans ce cadre de ce négationnisme en temps réel, à nouveau, les conspirationnistes s'appuient sur ce démenti pour dire, voilà, vous avez vu, dans un premier temps, il a avoué, dans un deuxième temps, il nie, ça veut bien dire qu'il a quelque chose à cacher. En l'occurrence, la réalité de cette affaire, c'est que ce porte-parole, s'il a menti une fois, c'est non pas la deuxième dans la négation, c'est la première fois, puisque... Voilà, c'est assez clair maintenant. Il a voulu en réalité protéger médiatiquement Bush, qui se voyait accusé d'avoir fui New York. Vous vous souvenez, dans les heures qui ont suivi les attaques, George Bush était dans son avion à voler au-dessus des États-Unis et allait se réfugier dans une base assez lointaine. C'était la procédure. Les manuels voulaient qu'en cas d'attaque massive sur le territoire américain, ce soit ainsi. Et dans les heures qui ont suivi, des journaux américains ont souligné ça pour dire Rudolph Giuliani, le maire de New York, lui sur les ruines du World Trade Center, il est à New York en pleine action alors que Bush n'y est pas. Et donc le porte-parole de Bush a voulu couper court à ces critiques en inventant cette histoire d'appel au Standard de la Maison-Blanche. Voilà. Vous voyez, cet exemple est peut-être un peu long et un peu éloigné d'autres sujets, mais vraiment, je crois que ça raconte bien ce qui se joue dans tous les négationnismes. Cette multiplicité d'informations et cette possibilité d'utiliser évidemment les informations comme tout événement majeur, complexe, parfois contradictoire, parfois etc. Et les négationnistes jouent à ça toute la journée en utilisant des témoignages de survivants des camps, des informations multiples, contradictoires, etc. etc. Donc ces deux cas sont assez similaires et je crois que il était utile de s'en souvenir pour comprendre ce qui se joue dans le cas du négationnisme. Et puis ça nous raconte aussi autre chose, et c'est pour ça que je suis heureux de voir que cette salle est remplie aujourd'hui. Il y a une actualité du négationnisme. On pourrait penser qu'en apparence, le vieux négationnisme, celui que l'on voyait apparaître avec une surface médiatique importante dans les années 80, a été vaincu. Et effectivement, les Faurisson, les Racinier et consorts, aujourd'hui, on les appelle par les qualificatifs qu'ils méritent, c'est-à-dire ce sont des négationnistes, c'est dit, c'est admis, et je crois qu'il y a que des militants qui consacrent du temps, qui connaissent très bien les textes, les livres de ces négationnistes classiques-là. Donc en apparence, il y a une victoire de la vérité historique sur la Shoah, malgré le fait que Faurisson continue d'exister, de parler, etc. Mais voilà, en apparence, la réalité historique s'est imposée chez le grand public. Or, et c'est le message principal que je voudrais vous délivrer aujourd'hui, peut-être que cette défaite du négationnisme prépare d'autres victoires demain d'un négationnisme qui là aurait muté. Et c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui à un tournant, et c'est pour ça que la question du négationnisme est d'une actualité importante, et pas seulement parce qu'aujourd'hui, avec Internet et la société de l'information, il a la possibilité de se diffuser beaucoup plus largement qu'autrefois. Il y a beaucoup de raisons à ça, je vais y venir. Mais avant d'y venir, je voudrais juste faire un détour par l'histoire, parce que je crois que l'histoire nous donne une vue assez claire de la ligne de front, de la ligne de bataille aujourd'hui contre le négationnisme.
dès le projet d'extermination nazie, dans le projet d'extermination nazie, le négationnisme est présent. Il est consubstantiel. Et je crois que dans le cas arménien, on peut aussi expliquer les choses ainsi. Frédéric Ancel a rappelé cette phrase fameuse de Hitler à ses généraux qui s'indignaient et qui craignaient ce que le monde aurait pu dire après les premiers massacres à l'Est dès les années 41-42. Il leur a répondu qu'il se souvient encore aujourd'hui des génocides arméniens. Et toute l'entreprise nazie d'extermination n'est que dissimulation de A à Z, depuis la conférence de Wannsee jusqu'à l'effacement des chambres à gaz à Auschwitz lors de l'avancée des Russes en 1945. Donc il y a ça. Et la deuxième chose, et ça je m'appuie pour le dire sur les travaux par exemple de Jan Kershaw, de l'historien Jan Kershaw, consubstantiel au moment où les événements se produisent à cette dissimulation, qui est le fait des élites nazies, des SS, des maîtres d'œuvre de la solution finale, il y a dans la population allemande et plus largement en Europe le refus d'admettre. On savait, les trains traversaient l'Allemagne, traversaient la Pologne, traversaient la France parfois, donc on savait à peu près ce qu'il se passait, et surtout lorsque les années progressaient, et Kershaw montre très bien d'ailleurs quand, dès 44-45, via des rapports du SD, des services secrets allemands, les Allemands parlaient entre eux et disaient l'Allemagne va payer, nous allons payer, les Américains, les Russes vont nous faire payer le crime terrible qui est en train de se commettre. Et donc, consubstantiel à la dissimulation, il y a le refus d'admettre l'ampleur absolue, le refus de mettre des mots sur cette réalité que l'on perçoit sans admettre réellement. Et d'ailleurs, ce que Kershaw dit des rapports du SD sur la population allemande est un peu contradictoire avec ce que je vous dis. Ce sont des cas assez limités, ce qui prouve bien que les Allemands savaient. D'une manière générale, la population allemande ne voulait pas admettre. Et aujourd'hui, je crois que ça donne une ligne. Et cette ligne, évidemment, elle est de deux ordres. C'est le combat contre la dissimulation, et la dissimulation actuelle, ce sont les négationnistes. Eux dissimulent, manipulent, etc., cachent, c'est ce qu'ils veulent faire finalement. Et la deuxième chose, c'est le refus ou la difficulté à admettre la réalité de l'extermination de plusieurs millions de personnes il y a seulement une soixantaine d'années. Et ce refus d'admettre, qui est quelque chose d'actuel. Quand je dis refus d'admettre, tout le monde sait. La France entière, l'Europe entière sait ce qui s'est passé. On sait ça de façon technique, rationnelle. Mais la difficulté à admettre, elle est d'ordre moral. Elle n'est plus là de l'ordre de la connaissance technique. Elle est d'ordre de la morale, c'est-à-dire de l'empathie, de l'empathie, de l'effroi moral, du choc moral que ça devrait continuer à constituer aujourd'hui. Et ça, c'est aussi un vrai champ de bataille à mener, et pas seulement contre ce négationnisme hyper critique, hyper rationnel, etc. Voilà. Je vous disais qu'on est aujourd'hui à une époque à un tournant, parce que à l'époque de ce négationnisme des années 70-80, finalement les négationnistes opposés à une époque, à un moment assez restreint dans le temps de condamnation morale. Les années 70 et les années 80, c'est le moment où la série Holocauste connaît un très grand succès, fait beaucoup d'ailleurs pour la connaissance de la Shoah. Mais Holocauste, c'est de l'émotion, c'est de l'affect, et ça met des victimes au milieu d'un phénomène historique. Ça rappelle qu'il y a eu des victimes et qui ont souffert. C'était évidemment capital, et encore aujourd'hui, je viens de le dire, c'est capital. Mais les négationnistes à cette époque-là opposaient de la rationalité scientifique à l'émotion. Disaient, voilà, nous sommes face à de l'affect, à de la morale. Nous vous proposons un discours purement rationnel, purement scientifique, et là vraiment historique, contrairement aux fadaises et à la guimauve d'une série comme Holocauste. Aujourd'hui, finalement, la situation s'est inversée. La rationalité historique, elle est plutôt dans le camp de la vérité. Elle est plutôt dans le camp du grand public. Aujourd'hui, on n'est plus à l'âge de la série Holocauste, on est à l'âge des films documentaires, à heure de grande écoute, précis, documentés, travaillés par des historiens. Donc cette connaissance historique, scientifique, rationnelle, elle est plutôt largement répandue. Et l'inversion se situe donc en ce que l'indignation, le combat moral sert
une forme de négationnisme New Look, sur lequel je veux attirer votre attention. Ce mouvement d'indignation, cette utilisation de la morale pour en venir à contester ou relativiser le génocide, je le remarque par plusieurs phénomènes. Le premier, c'est l'amalgame ou la comparaison historique. Et ça, inutile de m'y étendre trop longtemps, mais ça, c'est quasiment devenu une vérité mainstream. La comparaison historique, c'est de dire que, par exemple, Israël se comporte comme se comportaient les nazis. C'est de dire que lorsque des sans-papiers sont arrêtés, y compris de manière brutale ou choquante, il s'agit de rafles qui rappellent le régime de Vichy. Ça, ce sont des choses qui sont dites souvent, répétées, y compris dans des médias grand public. Ces choses-là ne sont pas seulement des idées de militants, mais elles ont le droit de citer beaucoup plus largement. Et je crois que ça favorise, en le dénaturant, via l'amalgame, une forme soft, évidemment, peut-être involontaire, mais réelle et dangereuse pour l'avenir, de négationnisme. Si les Israéliens se comportent comme les nazis, ça revient à dire que finalement, de manière implicite, eh bien, les nazis se comportaient pas de manière si terrible, puisque bon, les Israéliens, on sait qu'ils sont cruels avec le couteau entre les dents, mais finalement, rationnellement, chacun sait que les petits enfants de Gaza ne sont pas gazés et brûlés dans des fours. Donc vous voyez cette logique perverse et dangereuse, parce que beaucoup plus répandue que ce négationnisme Faurisson et consorts. Et d'ailleurs, je fais juste une parenthèse. Il y a une comparaison historique qui me vient. C'est le travail des Mitscherlich, qui était un couple d'historiens allemands, qui a écrit un livre assez brillant dans les années 80 et qui racontait comment finalement, par une analyse lexicale, des mots de l'écologie en Allemagne. L'écologie a connu une croissance très importante dans les années 80 en Allemagne, et ils expliquaient comment les écologistes parlaient régulièrement d'un holocauste de la nature, comparaient l'effet de serre qui détruisait les forêts aux chambres à gaz, de manière implicite évidemment, mais tract à l'appui, discours à l'appui, on voyait que cette métaphore filée existait entre le drame de la Shoah et puis ce drame de la nature que connaissait l'Allemagne. Et les Mitscherlich racontaient très bien comment cette comparaison avait pour but de mettre à distance, de banaliser et donc d'alléger le poids de la culpabilité des Allemands après la Shoah. Eh bien, lorsque je vous parlais de Gaza et de la politique israélienne, c'est exactement la même chose. En comparant, on banalise, et en banalisant, finalement, on allège la portée du crime, et c'est voilà. Également il y a donc la comparaison, autre chose qui est un effet paradoxal et dangereux peut-être de la victoire de la vérité historique. La Shoah est devenue le symbole du mal absolu. Eh bien, parce que c'est le mal absolu. Tout mal absolu, finalement, se mesure à l'échelle et par la comparaison avec la Shoah. Donc ça, c'est évidemment une chose porteuse de ces amalgames et de ces comparaisons. Et puis, il y a également la relativisation. Là, on n'est plus dans la négation pure et simple, dans le comptage des nombres de victimes ou dans la démonstration des plans des chambres à gaz. On est dans quelque chose de beaucoup plus insidieux, qui est à l'œuvre, par exemple, en Allemagne, de manière de plus en plus forte aujourd'hui. On relativise. On explique que, certes, le crime contre les Juifs est terrible, mais il y a aussi le crime contre les Allemands. On rappelle Dresde, ou l'exode des Allemands des territoires de l'Est, avec force documentaire, livres, etc., etc. Et puis, dans l'extrême droite allemande aussi, et dans le NPD par exemple, ce négationnisme soft, New Look, plus insidieux, s'appuie sur l'idée que finalement le génocide contre les Juifs est à mettre en parallèle avec la guerre à l'Est et avec la menace terrible des Soviétiques contre l'Allemagne. Donc ce serait massacre contre massacre, crime contre crime, et cette logique est à l'œuvre aujourd'hui de manière assez forte.
Également, pour vous dire cette modernité du négationnisme aujourd'hui, on l'a vu dans les années 80, autour notamment du phénomène de la vieille taupe, il s'appuyait dans un chaudron idéologique sur un moment de convergence entre une extrême droite obsessionnellement antisémite et une ultra-gauche antisioniste qui fusionnait sur le dos des Juifs par antisémitisme ou antisionisme, et cela se traduisait par le négationnisme de manière quasi nécessaire et logique. Eh bien, aujourd'hui, la fusion entre la thématique du nationalisme, de l'identitarisme et la thématique sociale ou de la communauté, de l'égalité dans la communauté, qui est un thème là, lui, plus proprement de gauche, eh bien, ce mouvement de rencontre, on y assiste à nouveau. Voilà, c'est pas seulement des mouvements très marginaux comme celui d'Alain Soral ou de Dieudonné, etc., mais on sent, peut-être à la faveur de la crise, à la faveur de la recomposition idéologique née de la fin des idéologies, que cette fusion, à nouveau, peut se faire jour de manière forte, et il ne faut pas en douter, ça se fera à nouveau, comme dans les années 70 ou 80, sur le dos des Juifs et par l'utilisation d'un négationnisme direct ou indirect. On me fait signe qu'il reste 5 minutes, donc je vais être rapide. Ce que je voulais également vous dire, c'est que, donc, pour ces raisons-là, parce qu'on est à un moment de tournant lourd de menaces, la bataille de la connaissance est centrale, et c'est là où je crois vraiment qu'après la phase morale des années 80-90, il faut en revenir à une phase historique et d'histoire. Le génocide juif, comme tous les génocides, est un événement invraisemblable et complexe. Et je crois qu'il faut aujourd'hui se battre pour rendre compte de cette complexité. Je crois que ça a été un travers compréhensible, mais un travers de surexposer par un effet de conscience tardive la Shoah par rapport à l'ensemble des événements de la Seconde Guerre mondiale. Le processus d'extermination des Juifs s'inscrit dans une logique, et cette logique-là, il faut en rendre compte. C'est pour ça que je crois qu'évidemment il est bien de réaliser des documentaires à heure de grande écoute sur la Shoah, mais il faut aussi se battre pour présenter l'ensemble des événements dans un contexte, et c'est par ces effets de contexte que l'on combattra, à mon avis, le plus efficacement le négationnisme qui naît de l'effroi, et donc l'effroi, source d'émotion, crée évidemment du doute. Et puis, là aussi, mais là c'est peut-être plus à l'endroit des historiens, j'ai récemment écrit un livre sur l'histoire de Mein Kampf, et je veux dire que j'ai été assez frappé de l'importance des idées fonctionnalistes par rapport à l'intentionnalisme. Le fonctionnalisme, c'est de dire que l'extermination s'inscrit dans un processus, ce qui est évidemment exact, tout ça est exact, et ça explique très largement ce qui s'est passé, mais on a beaucoup oublié l'intentionnalisme, et l'intentionnalisme, c'est le poids des idées préexistantes, c'est le poids du projet dans le processus d'extermination des Juifs. On l'a oublié pour différentes raisons sur lesquelles je ne veux pas m'étendre, mais il faut aussi y revenir, il faut revenir à l'idée que l'extermination, c'est aussi une idéologie, et pas seulement des logiques structurelles qui, elles, sont plus connues. Et je voudrais juste terminer mon intervention, pardon d'avoir débordé, en disant que le négationnisme, l'avenir du négationnisme, s'inscrit aussi, est porté aussi par un phénomène qui est très dans l'air du temps et qui est dangereux, c'est cette revendication d'une liberté d'expression absolue. Évidemment, en apparence, la liberté d'expression, personne ne peut être contre. C'est le drapeau le plus attrayant que l'on puisse brandir. C'est dangereux, et il faut rappeler, et cette tribune est l'occasion de le faire, et sans cesse rappeler que nulle démocratie ne peut connaître de liberté d'expression absolue, qu'il y a des limites qui sont sanctionnées par la loi, et que contester des génocides, ça fait partie de ces limites. Voilà ce que je voulais dire. Merci de m'avoir écouté.